Salut à tous, c'est Julien, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de Topaz Sharpen AI en anglais. C'est la dernière vidéo de la série 4 logiciels qui forment le package destiné à améliorer les images chez Topaz. J'ai commencé par Gigapixel dont j'ai eu une assez bonne opinion, j'étais assez surpris, ça marchait vraiment pas mal. Et j'ai fait les deux autres et je me suis dit au final, bon, je vais tous les faire. De toute façon, on peut télécharger la démo, donc on peut voir comment ça marche. Est-ce qu'on peut vraiment rendre une image plus nette sans altérer sa qualité? On a déjà un algorithme qui permet de faire ça dans Camera Raw. On a plusieurs méthodes pour le faire dans Photoshop. Donc est-ce que ça vaut le coup de sortir 80$, c'est-à-dire environ 70€, peut-être un peu moins, je sais pas, en fonction du taux de change? La réponse est comme d'habitude, ça dépend. On va envoyer une image dans le logiciel. Donc j'ai le logiciel ici qui est affiché. Comme d'habitude, il suffit juste d'aller ouvrir une image et on va cliquer sur ouvrir. Alors, la première chose que je vais vous dire, c'est faites gaffe, c'est hyper gourmand. Vous voyez que j'ai encore rien fait et regardez le temps que ça met, ne serait-ce que pour déjà faire un process sur cette image. C'est-à-dire que dès qu'il ouvre l'image, il essaye de faire un truc dessus c'est long, voilà, c'est assez long. Donc on a plusieurs modes, juste une accentuation, une stabilisation si jamais vous avez vu un flou du bouger ou un focus. Ici par exemple sur cette image, on va faire un split pour avoir le avant. Et en fait, tout simplement, vous voyez que j'ai fait la mise au point sur les cheveux et les yeux, en particulier celui qui est, comme elle n'est pas tout à fait de face, l'œil gauche, enfin notre droite, il est un peu flou. Et donc le but c'est d'essayer d'améliorer ça. Donc vous voyez que là, il ne s'est pas passé grand chose en termes d'accentuation. Par contre, dès qu'on va mettre le mode focus, alors là ça va aller mieux et par contre regardez les délais de process. Donc c'est une image de Sony A7 donc qui fait 6000 par 4000, c'est un fichier brut là que je lui ai envoyé et on met à genoux la carte graphique. Encore une fois, je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos sur les mêmes logiciels, mais c'est la carte graphique qui travaille. Alors là vous voyez que j'espère d'ailleurs que ça va même pas faire planter mon enregistrement, mais les choses vont très lentement sur ma machine et on voit le taux d'occupation GPU qui est en train d'exploser à 100%. Et vous entendez peut-être, même si je fais une réduction du bruit sur le micro, mais j'ai l'impression qu'on va décoller. C'est-à-dire que la RX Vega est déjà pas une carte spécialement silencieuse, mais dans un boîtier externe, c'est encore pire. Donc là, typiquement, ça consomme beaucoup de ressources. Alors, vous voyez que déjà, ça va quand même beaucoup mieux en termes d'accentuation de netteté, mais ça génère des artefacts vraiment très étranges. Donc c'est pas non plus idéal. À 100% par exemple, je me sentirais pas de publier cette image comme ça. À affichage écran, peut-être. Alors, je vais pas le faire, parce que si je mets un affichage à 50%, c'est encore pire. Il faut calculer tous les pixels de l'image et il faut quasiment 4 minutes de rendu pour cette image. C'est beaucoup plus rapide si vous zoomez très fort, si vous vous mettez à 400%. Vu que du coup il y a moins de pixels à calculer puisqu'ils sont zoomés, voilà, du coup ça va un peu plus vite. Donc on peut lâcher par exemple l'aperçu et vous allez voir qu'il va calculer le résultat beaucoup plus rapidement que si on avait un ensemble de pixels. Alors ça me permet de vous montrer ce qui se passe sur cette image. Alors on peut aussi lui dire de ne pas calculer à chaque fois en désactivant l'auto-preview, comme ça au moins on peut se balader. Et vous voyez que on retrouve plein de détails, en particulier sur la peau, mais qu'au niveau des yeux, ça donne des trucs quand même assez bizarroïdes, quoi. C'est pas génial non plus. Donc on peut utiliser 3 glissières pour supprimer le flou du bouger, le bruit et ajouter du grain. Le truc c'est que bon, il faut faire attention à la quantité de texture qu'on ajoute pour pas trop détruire l'image. Si vous voulez quelque chose de clean, il faut laisser le grain évidemment à 0. Donc là on peut se dire, est-ce que ça passe si jamais on veut regarder cette image dans un affichage écran, si on l'a publié sur le web, et pas à 100%, puisqu'on a vu qu'à 100% c'était quand même déjà très visible. Donc on va faire un enregistré sous, et on va l'enregistrer cette image en DNG, ou plutôt en TIFF, c'est-à-dire on va faire un TIFF 16 bits Pro Photo RVB, donc un truc vraiment non destructif, et on va mettre ça, vous savez quoi, sur le bureau, et on va cliquer sur Save, pour lui demander de faire le rendu. Alors, le rendu va devoir se faire du coup sur toute l'image, c'est le moment où là par contre ça va prendre du temps. Encore une fois, quand on va afficher le moniteur d'activité, on va se rendre compte que c'est le processeur graphique qui travaille, et là vous allez vraiment être tributaire de la puissance de votre processeur graphique. Sur une carte graphique qui n'est pas un processeur dédié, style MacBook Pro 13 pouces, ou sur un petit portable, ça va être chaud, hein. Voilà, ça va être assez compliqué. Même sur une RX Vega 64 qui est quand même assez puissante pour faire ce type de calcul, vous voyez que ça prend du temps, quoi. Donc je vais faire une petite coupure au montage et je vous dirai combien de temps ça a pris, mais il faut s'attendre à plusieurs minutes. Donc voilà, le rendu est terminé, vous voyez le taux d'occupation qui était complètement saturé et qui vient de se finir. On est, il me semble, à 3 ou 4 minutes, j'ai pas regardé l'horloge, on doit être à 4 minutes, 3-4 minutes, ce qui pour une seule image est quand même pas mal, hein. Si vous en avez 50 à faire, voilà, tout de suite ça va être assez chronophage. Donc on va pouvoir fermer le soft et aller dans Photoshop.
On va ouvrir dans Photoshop donc l'image qui est enregistrée sur le bureau normalement. Bureau, tac, voilà. On a un TIFF. Donc on va charger le fichier d'origine aussi. Donc on est maintenant sur caméra raw. On va bien remettre les conversions par défaut. Paramètres par défaut de caméra raw. Et on va cliquer sur OK. Vous voyez que l'interprétation du fichier brut par le logiciel de Topaz n'est pas du tout la même, malheureusement. Et je vais juste vérifier un truc par contre, parce qu'il me l'a ouvert dans le même document, mais si je l'ouvre bien dans un document à part, je suis dans Adobe Couleur, non c'est ça, c'était bien ça, donc pas de problème, pour PhotoWare VB 16 bits, ok. Donc j'ai pas la même interprétation, donc ça me permet déjà de vous le rappeler. On va les coller au même endroit et on va zoomer, on va se mettre ici à 100% et on va faire un petit masque sur cette image. D'ailleurs, je peux vous donner une astuce, on va pouvoir faire le balayage entre le avant et après, l'image d'origine. On va remplir avec du noir sur ce masque et on va casser le lien entre le masque et le calque et ça me permet de vous montrer, voilà, à affichage écran, c'est-à-dire imaginons que sur le web elle soit publiée comme ça à peu près, déjà c'est gros, hein. Donc c'est genre si vous êtes sur un portfolio, ça veut dire que l'image elle sera affichée en grand comme ça et en vignette elle sera peut-être comme ça. Et si on bouge le masque, eh bien voilà, on se rend compte que outre le défaut d'interprétation du fichier brut, ben, en fait l'accentuation de netteté elle est intéressante, mais c'est pas ça change pas la vie quoi. Donc évidemment que vous allez me dire il faut zoomer à 100%, c'est même dans tous mes tutos je vous dis il faut vraiment regarder la netteté à 100%, mais à 100% regardez c'est juste crade, c'est pas tolérable. Ça par exemple c'est pas possible, on peut pas tolérer d'avoir un portrait avec ça sur l'œil. Donc d'origine c'est soft focus et une fois qu'on utilise le logiciel c'est bien par endroit mais pas à d'autres. Ça veut dire qu'il faudrait éventuellement peindre avec un masque, mais dans ce cas là on va mélanger plusieurs zones de netteté entre elles, bref ça va pas être satisfaisant. Donc sur une image comme ça, sur un portrait qui serait soft focus, où on a visé un peu à côté, c'est-à-dire moi en gros j'ai fait le point sur le front et les cheveux, et donc du coup les yeux, et en particulier celui-là là-bas est un peu derrière, ben je trouve que ça marche pas. Ça marche pas parce que ça donne, ça affiche des artefacts et c'est assez... c'est trop visible pour être vraiment utilisable. Ensuite, on a vu le temps de process. Le temps qu'il faut pour calculer les images est relativement rédhibitoire, et encore j'ai la chance d'avoir une carte graphique qui est assez puissante. C'est la carte graphique que vous avez en option sur un iMac Pro. Autant dire que de base sur un MacBook Pro vous allez ramer, alors que pourtant vous avez une machine à 2500 balles. Donc bon, ça c'est encore un autre débat, mais voilà, ça va rendre le logiciel quand même assez lourd. Et en plus c'est quand même 80$, donc ça fait en euros 70, peut-être un petit peu moins. Donc c'est pas donné non plus. Donc des 4, et c'est pour ça que c'est celui-là que j'ai fait en dernier, c'est pour moi celui qui vaut le moins son prix et qui est même d'un point de vue purement technologique pas très intéressant. Ça m'a pas scié en deux quoi. Les autres logiciels avaient leurs défauts, mais il y avait au moins quelque chose qui montrait que ça avait un réel intérêt, peut-être pas forcément pour le prix, mais que ça avait quand même une technologie derrière. Et il y a Gigapixel qui lui était vraiment au-dessus du lot, qui par rapport à la concurrence donnait un résultat assez bluffant, capable d'étirer des images en 5 fois leur taille tout en préservant les détails. Donc sur les autres logiciels c'est pas du flan. Sur Sharpen AI, si je veux pas être trop critique, mais c'est pas du flan mais un peu quand même, c'est-à-dire que c'est pas... Pour moi ça vaut pas son prix, c'est trop lourd et c'est trop cher finalement pour ce que c'est. Donc voilà ce que j'en pense, j'espère que j'ai choqué personne. Si vous avez des cas d'utilisation qui montreraient que mon avis est peut-être pas bon, parce que j'ai essayé sur plusieurs images, mais évidemment dans mes démonstrations je vous montre sur l'image où c'est le plus flagrant et où en général le logiciel montre ses limites. Je vous montre les cas de figure où ça marche pas très bien pour vous aider à vous faire un avis, parce que si je vous montre les cas de figure où ça marche super bien, je fais pas mieux que de supporter ce que vous montre l'éditeur. Donc moi j'essaye d'être critique et de vous montrer évidemment les moments où ça marche pas, où le logiciel avoue ses limites. Et si c'est pour juste voir que ça marche, autant aller sur le site de l'éditeur et de même pas en parler. Donc si vous avez un avis à me donner, je suis assez preneur. On a maintenant complètement bouclé les 4 logiciels du package de Topaz. Donc encore une fois, en guise de conclusion, je dirais qu'il y a à boire et à manger dans ces 4 logiciels. À vous de voir si ça a du sens pour vous. Dans tous les cas, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur les alternatives à Lightroom et les autres logiciels de retouche. Merci, bye bye.